qui n'ait eu comme mérite que de présider le groupe de travail, dont les conclusions ont fait quelques bruits au mois de juin dernier sur ce sujet délicat, et les unes et les autres, vous venez de le développer avec tous ces questionnements. Donc 2 mots du contexte de création de ce groupe de travail au Sénat. C'est la décision de la Cour d'appel de Paris d'octobre 2007 qui intervenait sur la validation de la transcription des actes de naissance des petites mensons, qui est donc en attente pour la suite. Cette validation contraire à la loi, qui n'autorise pas la gestation pour autrui en France, avec, vous l'avez très bien développé, les sanctions pénales, civiles, actuellement sur le territoire français. Je dois vous dire que les parlementaires, nous, sénateurs en tout cas, nous avons été très interpellés par cette décision, considérant que peut-être il fallait voir là un appel du juge à ce que les parlementaires prennent en compte ce qui est leur responsabilité de légiférer, afin de ne pas laisser des décisions différentes en fonction des tribunaux. Et nous nous sommes emparés de cette question sous forme d'un groupe de travail, ce qui est une possibilité ouverte, qui était mixte au sens où il comprenait des collègues de la Commission des lois et des affaires sociales. Je suis moi-même membre de la Commission des lois. Et nous étions 16 collègues, tout simplement. Je crois qu'il faut être très précis. Donc un tout petit groupe de collègues volontaires qui s'étaient inscrits pour ce travail. Et le fait peu habituel peut-être, c'est de confier la présidence à un membre de l'opposition, puisque je ne suis pas dans la majorité parlementaire au Sénat. Peut-être mon statut d'ancienne ministre des droits des femmes a joué en cette faveur. J'ai eu la possibilité de travailler dans des conditions tout à fait identiques d'ailleurs, avec 2 rapporteurs, tous les 2 de la majorité, qui étaient l'un un médecin, Alain Milon, et l'autre un spécialiste du droit civil au Sénat, qui est Henri de Richemont. Pardon. Nous avons travaillé comme nous savons le faire, sur une durée courte, de février à mai. Nous avons procédé à une 50aine d'auditions. Le rapport qui est issu de cela est, je crois, très facile à lire, et si vous ne l'avez fait, je vous encourage à vous le procurer. C'est un tout petit document, gros comme ça. Il est même visible sur Internet, et il a des résumés qui ont été fort intéressants, ce qui fait que je ne rentrerai sans doute pas dans les détails. Et nous avons fait pour cela un déplacement en Grande-Bretagne, qui a été très riche au niveau de ses enseignements pratiques. Nous étions donc 16. La quasi-totalité des collègues ont travaillé complètement. Donc une fréquentation très importante, un travail très dense, très rapide, un groupe à peu près mixte, hommes-femmes, pas représentatif de ce qu'est le Sénat. Je ne veux pas rentrer, mais ma minute de féminisme, j'y ai peut-être droit. Je vais la prendre tout de suite, et ce sera peut-être la seule. Nous sommes 17% de femmes au Sénat, et dans cette affaire, nous étions aussi nombreuses que nombreux. Collègues dont je dois dire, nous n'avons pas voulu connaître les motivations du pourquoi ils étaient volontaires. Nous avons travaillé librement, et nous avions posé la question, en fait, entre éthique et progrès. C'est-à-dire que la question éthique est évidemment là. Le progrès constitué par la procréation médicalement assistée depuis quelques années doit être pris en compte, sans peur, sans angélisme non plus. Nous étions équipés d'un petit document de droit comparé dans les pays de l'Union européenne, et nous avons naturellement fait un peu le point sur ce qui se passe dans les autres pays, là où il y avait déjà légalisation, donc droit comparé en Union européenne. Rapidement, on pourrait dire que la Grande-Bretagne, la Grèce ont légalisé, plus loin de nous, Israël. D'autres pays comme la Belgique et la Hollande permettent, c'est-à-dire n'interdisent pas. Et puis bien évidemment toute la question de la Californie et de certains États des États-Unis et du Canada
qui permettent et qui encadrent d'ailleurs pour des raisons. Alors, le problème, en fait, nous étions partis d'une question d'état civil et nous sommes très vite mis à travailler, à réfléchir sur la problématique éthique et sur la question médicale. Et les nombreux intervenants devant notre commission nous ont apporté des éclairages. Je dois dire pour la petite histoire que certains collègues de la commission des affaires sociales ne connaissaient rien au droit civil et que certains collègues de la commission des lois ne connaissaient rien à la question des ovocytes et des gamètes. Il a fallu leur faire quelques exercices, il y en a eu, on en a eu des très performants avec des croquis pour bien comprendre de quoi nous parlions. C'est le bonheur du Sénat de temps en temps d'aller travailler sur des sujets que seuls les spécialistes connaissent, dont vous êtes, ce qui en tout cas limite l'intérêt peut-être de ce que je vais vous dire dans le détail, mais qui va sur le pourquoi. Donc, nos conclusions, au bout de ces quelques mois de travail. Après, je dois vous dire 2 mots de ce que nous avons vu en Grande-Bretagne, puisque nous avons passé là-bas une journée où nous avons vu tous les acteurs qui interviennent. Les Anglais, en 1985, ont légiféré pour éviter une commercialisation intense. C'était l'affaire Kim Cotton, si ça parle à certains d'entre vous. Et donc, ils ont légiférer pour ne pas laisser dériver, pour ne pas laisser acheter. Et cette question est centrale. Dans ces affaires, on parle de vie, on parle d'amour peut-être, on parle d'altruisme, de générosité, d'abandon, mais on parle d'argent. L'argent, une des choses taboues dans notre société et dont il faut bien parler. Et je pense que il faut garder à l'esprit la question du droit à l'enfant, celui qu'on peut acheter, celui qu'aujourd'hui, sur Internet, en France, vous pouvez aller chercher, qui vous viendra d'Inde ou d'Ukraine. Et les Anglais, particulièrement avec la communauté d'Inde, avaient une solide expérience et des inquiétudes. Donc la question de la commercialisation, elle reste centrale. Ne jouons pas aux anges avec cette question. Je dois dire aussi que lorsque nous avons fait notre débat entre nous, sur les conclusions, nous étions entrés sans nous dire que pensaient les uns ou les autres. Donc, au fond, chacun était libre complètement, ce qui est le bonheur du travail parlementaire. Certains de nos collègues étaient très hostiles, sont rentrés très hostiles, sont sortis très hostiles. Certains sont rentrés plutôt positifs, sont sortis très positifs, et certains qui n'avaient pas un avis arrêté, parce que la question est quand même très très complexe, très dense, sont revenus avec l'idée qu'il fallait légiférer. Et je voudrais dire simplement, peut-être ce qu'a résumé une de nos collègues, dit maintenant que nous savons combien les dérives financières existent et combien il y a des difficultés, nous ne pouvons pas faire comme si nous ne l'avions pas vu. C'est un petit peu ce qui a guidé certainement un certain nombre de préconisations, mais je dois dire que ce groupe, s'il a été majoritaire dans la décision, n'est pas unanime. Donc les contributions de ceux qui ne sont pas d'accord sont portées d'ailleurs dans ce rapport, comme il va de soi dans un rapport du Sénat. Donc légaliser, nous sommes pour une conclusion de légalisation avec des conditions strictes. Alors, je les résume parce que vous les trouverez sans doute, si vous le souhaitez, dans le rapport et dans les documents raccourcis qui existent au Sénat et qui prennent cette allure que vous pouvez télécharger vous-même sur Internet. C'est assez simple. Les conditions strictes sont pour les bénéficiaires, couples. On nous a un petit peu interrogé sur le fait de pourquoi pas homosexuels. Je vais dire très simplement sur ce sujet que si nous avions certains pu accepter d'aller jusque-là, je pense que notre rapport n'aurait pas été adopté. C'est-à-dire que nous ne serions pas en train de dire que nous pouvons peut-être faire avancer la question en sens, pensant que, sans doute, et moi, vieille militante féministe des droits des femmes, ayant bien compris qu'à défaut d'avoir la révolution, il faut peut-être moderniser au fur et à mesure, et qu'à défaut d'être 50% de femmes au Parlement, il faut bien commencer par être peut-être 10 et 20 et 30, pensant qu'en avançant, nous ferons avancer, nous ouvrirons ce débat sans doute à un autre moment. Donc les bénéficiaires couples,
La gestatrice, nous avons apporté beaucoup d'attention à son profil, aux conditions, à l'agrément de l'ensemble des intervenants. Nous avons parlé d'un régime légal et non contractuel. Je crois que c'est très important en la matière, même si c'est surtout important pour ceux qui sont des juristes, mais c'est le point d'achoppement majeur sur la question de l'indisponibilité du corps précisément. La mise en relation des couples, l'accompagnement de la gestation pour autrui, l'intervention du juge judiciaire, les règles relatives au déroulement de la grossesse, les règles relatives à l'établissement de la filiation. Donc c'est un résumé des grands chapitres nous considérons que c'est une contribution à la réflexion. Et si nous avions eu un doute, sans tomber dans l'anecdote, ça n'est pas une, mais je voudrais vous dire que les conditions dans lesquelles nous avons obtenu la publication de ce rapport, puisque, pour être très schématique, lorsqu'un groupe de travail a une mission, il rencontre devant la commission, auquel il appartient, auquel ils appartiennent, puisque nous étions 2 commissions. D'une manière générale, c'est assez formel, ça se passe en une demi-heure. Nous avons ouvert ce matin-là, de juin, un débat terriblement difficile. Et j'ai bien vu le moment où nous n'allions pas avoir d'autorisation de publier, ce qui aurait été premier et unique dans les annales, ce qui s'appelle une censure en gros, qui sans doute aurait contribué à notre gloire. Mes deux rapporteurs de la majorité, sans doute plus penauds et moi, mais bon, au dernier moment, il y a eu quelques collègues qui se sont rendus compte que censurer, c'était sûrement pas très astucieux pour la suite, mais elle a été obtenue de justesse, et je dois vous dire, c'est pour attirer l'attention sur la suite, que cette discussion a montré combien la procréation médicalement assistée de la loi bioéthique n'est pas digérée au niveau d'un certain nombre de sénateurs. Alors on pourrait dire que c'est les vieux, c'est pas sûr. On pourrait dire que c'est les hommes, c'est pas sûr. On pourrait dire que c'est la majorité actuelle, c'est à peu près ça. Sauf que pas tout à fait. Sauf que pas tout à fait, parce que le clivage qui a emporté la décision n'est pas facile à identifier sur la droite, la gauche. C'est beaucoup plus réparti, c'est beaucoup plus ouvert au fond, et c'est beaucoup plus difficile pour la suite. Mais je maintiens que lorsque nous réviserons les lois bioéthiques, nous pouvons avoir d'envie de mauvais retours en arrière, de choses qui finalement sont si progressistes qu'elles font encore peur, et que ce rapport-là a failli être sacrifié à cette peur-là, à ces peurs-là. Sans rentrer dans d'autres débats, quand on regarde la question de l'interruption volontaire de grossesse, le planning familial a ouvert ce matin un colloque à la mutualité sur cette question dans l'espace européen. On s'aperçoit combien, quelques pas en arrière, parfois dans un pays, on entraîne ailleurs, et combien sur ces questions capitales pour ce qui concerne le droit des femmes, je le dis très clairement, mais pas seulement, nous apercevons que nous pouvons avoir des réveils brutaux qui ne sont pas le plus positif pour le progrès, au moins à mon sens. Donc, ce rapport a été déposé fin juin. Il a soulevé un intense intérêt des médias et du public. Moi, j'ai reçu un nombre impressionnant de courriers, de demandes de rendez-vous, de contacts. J'ai reçu quelques lettres d'injures. C'est un exercice jamais plaisant, soyez-en sûrs, mais de gens qui véritablement sont terrifiés à l'idée de tout ce qui ne serait pas naturel. Et donc la procréation autre que par la sexualité ordinaire, tout de même angoisse sans doute beaucoup de nos concitoyens. Maintenant, qu'allons-nous faire? Nous avions décidé d'attendre la rentrée. Il y a 2 options, soit se dire les lois bioéthiques sont en révision bientôt, mettons cela dans la fournée globale, peut-être. Nous sommes quelques-uns à penser qu'il aurait mieux valu que nous déposions une proposition de loi sur cette seule question. La seule réserve, et je dois vous le dire avec toute la modestie qu'un membre de l'opposition au Sénat, y compris avant le renouvellement de dimanche, qui ne va pas changer grand-chose, sur les rapports de force,
oblige à penser qu'il faut que dans la majorité parlementaire, pas seulement au Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale, qui avait été beaucoup plus frileuse que nous il y a quelque temps, puisqu'elle avait décidé de ne rien toucher surtout sur cette question, il faudra qu'il y ait une majorité pour qu'on ait quelques chances de voir aboutir cette espérance-là. Moi, je le dis avec gravité parce que les collègues qui sont engagés dans cette réflexion l'ont fait pour la conviction, pas pour faire parler d'eux. Ils l'ont fait parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose à faire pour ces femmes qui ne peuvent mener une grossesse à terme et qui, dans cette affaire, seraient les seules pour lesquelles le progrès, la médecine, ce que vous êtes, n'a rien pu faire jusque-là. Nous y croyons suffisamment pour porter cette espérance avec le maximum de gravité et d'espérance de la faire aboutir. Donc à nous maintenant, quelques-uns, décidés, qui ne portons pas les mêmes couleurs politiques, mais qui partageons la même idée de vouloir légaliser, ne serait-ce que pour pas être sollicité par les Anglais qui vous disent « Écoutez, quand les femmes viennent chez nous, c'est bien embêtant, si vous faisiez quelque chose chez vous, ce serait bien ». Quand on sort un peu à l'extérieur de nos frontières, on s'aperçoit que la France a peut-être quelque chose à faire qui est de sa propre responsabilité pour ses citoyens et qu'elle peut le faire. Mais la suite n'est pas décidée aujourd'hui, je ne la connais pas, parce que je ne connais pas ce que sera le rapport de force. Alors vous me direz, si on ne tente pas, on n'a pas. Enfin, si on tente et qu'on n'a pas mesuré correctement, le risque est grand pour ceux qui espèrent quelque chose de ce rapport-là, de le voir sacrifié. Et surtout, ni moi, ni les rapporteurs. Nous ne voulons de cela, ni les collègues qui se sont engagés très courageusement, je le dis pour certains, ça n'était pas ni leur culture ni leur réflexion pour que nous puissions avancer. Puis nous le devons à beaucoup de ces parents, parents intentionnels sans doute, mais qui portent quelque part en eux un enfant et qui ont le droit d'être heureux aussi avec un enfant dans leur foyer. Voilà ce que je peux vous dire sur ces questions. Ça remue beaucoup, ça a remué beaucoup. On essaie d'être à la hauteur, nous, sénateurs, en espérant faire partager un peu notre point de vue. Merci beaucoup.